Ça fait déjà 4 ans que l'aide médicale à mourir a été officiellement mise en place par le gouvernement. Véronique Yvon, qui a piloté ce projet-là, qui a été appuyé par tout le monde. Merci d'être avec nous ce matin. On va faire le point sur où on en est et peut-être le chemin qui reste à parcourir. Et Dr Claude Rivard aussi, qui a collaboré notamment à la rédaction d'un guide de mise à jour pour l'aide médicale à mourir et qui, par son travail, a eu à intervenir auprès de gens qui avaient fait la demande officiellement de quitter cette vie qui, de toute façon, allait arriver. Êtes-vous contente de ce qui s'est passé depuis les 4 dernières années, de comment ça se déroule, la mise en place du programme? Oui, globalement, je pense qu'on peut être très fiers collectivement parce que c'est une réalisation collective. Donc, oui, il y a eu des hommes et des femmes politiques, mais il y a eu des gens, il y a eu des médecins, il y a eu des éthiciens, il y a eu des groupes, il y a surtout eu des personnes qui ont témoigné de l'importance de ça. Et quand on reçoit ces témoignages-là de proches, de quelqu'un qui a demandé l'aide médicale à mourir, on voit à quel point ça fait une différence peut-être dans la sérénité, dans la fin de vie. Donc, je déduis que vous avez rencontré des familles qui ont été impliquées dans une décision aussi importante que celle-là? Oui, en fait, il ne se passe pas une semaine à peu près sans que j'ai un témoignage. Encore en fin de semaine, à Montréal, il y a une femme qui est venue me voir spontanément pour me dire que sa mère avait reçu l'aide médicale à mourir puis combien elle était reconnaissante de ça. Alors, j'imagine que c'est un peu la même chose pour les médecins qui la pratiquent, mais c'est sûr que c'est un grand pas collectivement qu'on a franchi. Puis je pense qu'on peut être fiers de ça. Justement, dans le monde médical, dans les hôpitaux, comment vos collègues vous parlent-ils de ce qu'ils vivent? Comment vous le vivez, cette situation-là, comme médecin? Bien, il faut comprendre que ça s'appelle la loi sur les soins de fin de vie. Fait, ça comprend pas juste l'aide médicale à mourir, ça comprend les soins palliatifs, ça comprend les directives médicales anticipées. Il y a un paquet de changements qui vont venir dans le temps, mais le plus gros changement, c'est plus au niveau des mentalités. Il y a des médecins qui vont dire non, moi, je suis pas intéressé, j'ai des limites par rapport à ça. C'est quelle proportion de médecins, est-ce qu'on sait? Non, il n'y a pas d'études, il n'y a pas rien par rapport à ça. C'est juste qu'il y a des médecins qui sont plus à l'aise avec des patients qui décèdent que d'autres. Moi, j'ai fait de l'urgence longtemps, j'ai fait des soins intensifs. Alors, la pratique des soins intensifs, ça fait en sorte qu'on n'a pas le choix. Il y a des patients qu'on va perdre. Fait que ça nous amène à avoir une certaine approche au niveau des familles, où on sait que le patient va décéder, où les patients ont besoin d'être préparés, et les familles aussi. Alors, il y a un know-how qui... Mais ça entre dans le système, on s'habitue. C'est ça. Puis je me rends compte que les jeunes... J'ai offert à des résidents qui sont en formation chez nous de venir, mais juste comme assister à une aide médicale à mourir pour voir comment ça se passe. Et dans la très grande... À date, dans tous les cas que j'ai pu faire, ça s'est très bien passé. Là. Souvent, les problèmes qu'on a, c'est souvent d'amener des membres de la famille à accepter le fait que la patiente ou le patient, il va décéder de toute façon. OK, donc il y a une gestion des émotions qui est à faire à ce moment-là. On n'est pas chez McDonald's, là. Il y a une préparation qu'il faut qu'il se fasse. Dans le guide, il y a des formulaires à remplir, il y a des critères d'éligibilité à respecter au niveau de la loi. Puis quand ça, c'est fait, il y a tout le côté émotionnel à expliquer à la famille comment ça va se passer, quand est-ce que les patients veulent décéder et quel genre de... Comment je pourrais dire ça? C'est quoi leur dernière volonté aussi? Là? Il y en a qui ont des demandes spéciales. En parlant de demandes spéciales, il y a quand même des groupes récemment qui ont manifesté pour élargir ces soins de fin de vie-là à des gens qui sont atteints de démence, à des personnes aussi qui ont fait la grève de la faim parce qu'ils souhaitaient obtenir l'aide médicale à mourir, mais qui n'étaient pas admissibles selon les critères établis. Est-ce qu'il y a une deuxième vitesse ou un rayonnement plus large qui pourrait être envisageable? Bien, c'est certain que pour avancer sur un enjeu, je vous dirais, aussi sensible, je pense qu'il fallait vraiment y aller par consensus. Déjà, à l'époque, il y avait quand même eu une vingtaine de députés qui ont voté contre la loi. Il faut se rappeler de ça. Donc, c'était important pour moi de ne pas essayer d'embrasser trop large puis d'échapper la totalité. Je pense que c'est important de franchir ce premier grand pas. Oui, je le comprends. Je fais beaucoup de conférences. Le sujet qui revient le plus souvent, c'est la question, si moi,
je suis atteinte de la maladie d'Alzheimer, si j'ai une ouais, démence, est-ce que je ne pourrais pas le demander à l'avance? Puis moi, je pense que c'est une question qu'on doit regarder, encore une fois, de manière sereine, collectivement. Présentement, il n'y a rien il n'y a pas de paramètres. En fait, dans la loi non, il n'y a pour pas ça, de possibilité de le demander à l'avance parce que vous devez être apte au moment où vous le demandez. Mais ceci dit, il y a des refus de traitement qui sont possibles. Les gens peuvent écrire aussi leur directive médicale anticipée. Ça, c'est quelque chose qu'il faut dire, pas pour avoir l'aide médicale à mourir, mais pour dire, par exemple, ne me soignez pas, ne me traitez pas de manière disproportionnée si je suis presque en fin de vie ou si j'ai la maladie d'Alzheimer puis que j'ai déjà dit que je ne voulais pas me rendre jusque-là. Mais ça, vous devez Donc, déjà le sentir dans les milieux hospitaliers. Là, des familles qui vont dire pas d'acharnement sur un patient, vous pouvez le laisser aller. Ça se pratique, entre guillemets, déjà. Quand le patient l'a dit avant, mais tu as le contraire aussi. Tu as des familles qui ont dit faites tout. Et puis moi, j'ai fait souffrir beaucoup de gens à mettre des tubes un peu partout pour faire en sorte de maintenir la personne en vie parce que la personne me l'avait demandé et la famille aussi. Mais, tu sais, là, je fais plus des soins palliatifs. Service à la famille et non pas à la personne Bien, on la faisait souffrir plus longtemps en sachant que elle ne marcherait pas dans la rue. C'est ça, c'est les proches qui Puis ça a été... La beauté de la démarche qui a été faite au niveau du Québec, c'est que ça n'a pas été une loi qui a été imposée. Il y a eu une préparation qui a été faite avant. Il y a eu des consultations publiques assez promenées pendant longtemps là, au Québec pour avoir un consensus puis présenter quelque chose qui est acceptable au niveau social. Mais l'affaire la plus importante, puis je me souviens parce que quand j'étais à Longueuil et qu'elle est passée pour sa consultation, la salle était pleine. Là. Il y avait 250 personnes dans la salle. Puis moi, mon intervention, quand elle est passée, j'ai dit, il faut en parler avant. Il faut absolument que les gens disent qu'est-ce qu'ils veulent avoir comme traitement. Tu sais, 90 des coûts au niveau de la santé, là, c'est dans notre dernière année de vie. Mais il y a beaucoup de ces coûts-là, des scans, de la chimio... Qui peuvent être épargnés. Qui peuvent, si on en parle avant, que là, les patients, si les patients arrivent et expriment que non, je ne veux pas d'acharnement, au-delà des directives médicales anticipées, au lieu de demander l'aide médicale à mourir si jamais ils deviennent Alzheimer, tu sais, des gens qui sont Alzheimer, à un moment donné, ils vont attraper des maladies de quelqu'un qui ne bouge pas dans un lit. C'est une pneumonie ou une infection quelconque. La définition de la mort raisonnablement prévisible, là, ça, c'est la loi fédérale. Bon. Nous, c'est la fin de vie. Mais j'avoue qu'il y a une question. Oui, effectivement. Mais vous en préoccupez-vous, vous comme médecin, vous comme législateur? Moi, c'était très important quand on a fait la loi. Il y en avait qui poussaient pour mettre 6 mois ou 12 mois. Puis tout le monde nous disait, les médecins nous disaient, faites pas ça, parce qu'on ne peut pas prévoir comme ça. C'est pas mathématique. Donc, la notion de fin de vie, ça peut être vu comme quelque chose autour d'un an de vie. Pourquoi il a fallu mettre une limite? Bien, pour l'acceptabilité sociale aussi. Si vous avez quelqu'un qui a toute sa vie devant lui, vous allez dire, peut-être que c'est pas ça qu'on veut. Pour le médecin, lui ou elle, qui voit son patient, cette définition de fin de vie, qu'est-ce que c'est? Bien, quand on travaille en soins palliatifs, on a des scores de performance où on peut dire tel patient, il est encore capable de faire telle affaire, telle affaire, telle affaire. Il n'est pas en fin de vie. On n'est pas là. Tandis qu'il y en a, un patient qui est alité, qui ne bouge plus, bien, ça veut dire qu'il y a un score à 30 ou un ECOG à 4. Ça veut dire qu'il reste un mois de vie. En 2017, il y a 750 personnes au Québec qui ont bénéficié de l'aide médicale à mourir. On sent que le discours va sûrement s'ouvrir sur de nouveaux horizons, des analyses différentes et nouvelles. Merci d'être passé nous voir ce matin. Merci d'être venu nous éclairer, nous aider encore une fois à mieux comprendre d'où on vient et jusqu'où on peut aller maintenant. Oui, l'important, c'est qu'il n'y ait pas de tabou. Non, effectivement. Merci.